Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du week-end. On va refaire un petit peu l'analyse de la semaine. Toujours voilà beaucoup de choses a posteriori qui sont expliquées, mais ce qui est important voilà c'est comme je le dis de voir tout ce qui est souffle du marché, etc. et comprendre plutôt la psychologie inhérente. Donc on rentre dans une période où la saisonnalité est pas très bonne, on le sait, alors ce sont des statistiques bien entendu, il faut prendre cela avec des pincettes. On va toujours expliquer que le mois d'août, le mois de septembre c'est jamais bon, etc. Et puis paf, au moment où vous vous dites en effet c'est pas bon, c'est là où vous pouvez avoir le meilleur mois aussi que vous ayez vu. Donc ça reste des statistiques, etc. Mais voilà, on rentre dans une saisonnalité qui est plutôt négative. Pour les marchés actions, on rentre également dans un monde où on joue la temporisation macroéconomique. On parle de plus en plus à la Fed, évidemment, de tapering, rien de neuf. Alors bien entendu, on a peur, etc. Mais de quoi on parle vraiment sur le tapering? Ok, on va réduire les achats obligataires. Ok, on va injecter moins de liquidités. Ok, on va remonter les taux. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'on n'est pas prêt de retirer les petits trous arrière du vélo. On sait très bien que le marché aujourd'hui et que l'économie ne s'en relèverait pas. Donc je ne pense pas que la Fed va faire la même erreur qu'ils avaient faite en 2018, à commencer justement à faire du tapering et à réduire les liquidités trop rapidement. Donc c'est là aussi où il peut y avoir deux poids deux mesures à ces choses-là. C'est de se dire qu'en premier lieu, oui, le marché peut s'inquiéter et on le voit, le marché est assez nerveux, mais quelque part le tapering, on voit la Fed aussi dans sa communication. C'est ça qui est très intéressant, c'est que la Fed fait un petit peu le bad cop, good cop. C'est-à-dire que le good cop, c'est Powell, c'est-à-dire que dès que les marchés prennent un petit peu peur sur le tapering qui arrive, Powell revient en disant « Oui, ne vous inquiétez pas, on va continuer d'injecter massivement des liquidités. Hein. C'est pas parce qu'éventuellement on remonte un petit peu le taux, ou on réduit un petit peu les liquidités qu'on injecte et nos rachats obligataires que on va s'arrêter du jour au lendemain ou que ça va remonter trop fort. De toute façon, l'économie n'y survivrait pas. Le monde est endetté aujourd'hui, il ne faut pas oublier. C'est-à-dire que dans ce monde-là, on est obligé, c'est dans l'intérêt de tout le monde, d'avoir des taux qui remontent un petit peu, mais pas trop, et surtout doucement, et d'avoir une inflation qui remonte un petit peu, pas trop, et surtout doucement. Donc on joue bien à de l'équilibrisme, et je pense qu'on avait pu en parler dans différentes vidéos déjà, où on essayait d'anticiper ces éléments-là. Donc voilà, c'est juste, je pense que la Fed fait un exercice voilà, de digestion. On digère l'information pour le marché, on le fait au fur et à mesure. Et les mauvais cops, les bad cops, comme on dit, bah, c'est différents membres de la Fed qui de temps en temps vont glisser que oui, pour eux, il faudrait faire du tapering, etc. Donc ça fait un petit peu au marché, puis Powell revient, etc. Et on a différentes discussions. Ce qu'on voit, surtout, voilà, c'est qu'au niveau de la com, la Fed, c'est toujours pas super, donc ils sont obligés de faire 10 réunions pour expliquer les choses qu'ils auraient pu peut-être dire au premier lieu. Mais ce que l'on voit surtout dans le marché, c'est la nervosité. La nervosité qui est liée à quoi? C'est que les marchés sont haussiers. Vous avez un momentum qui est trop fort. On a vu également que ce momentum, c'est de la sélectivité et donc c'est de la concentration. Énormément de fonds, énormément de portefeuilles sont concentrés. Et ils sont concentrés, on l'a vu, c'est comme quand vous avez des trackers, ils sont de plus en plus concentrés, puisque les titres qui montent le plus sont déjà les plus grosses pondérations, qui deviennent encore plus grosses pondérations, et c'est un enchaînement. Donc le suivi de tendance, c'est bien, mais on rentre avec les trackers, etc., dans cette espèce de roue un petit peu de rat, où on pédale, jusqu'à se rendre compte à un moment donné où on a l'essentiel du marché boursier qui est représenté, on peut faire du Pareto, qui est représenté à peu près par une vingtaine de valeurs. Donc, à partir de ce moment-là, où tout le monde est concentré, où vous avez des positions énormes qui se sont établies sur des mois, voire des années, il faut bien comprendre que on a eu énormément de liquidités, mais ce dont on avait parlé également ces dernières semaines, c'était un manque de souffle du marché. Manque de souffle du marché, c'est quoi? C'est qu'il y a de moins en moins de valeurs qui participent à la hausse, donc les indices continuent d'être haussiers, mais on a de moins en moins de valeurs qui y participent, c'est-à-dire beaucoup de valeurs en fait qui ont une faiblesse relative par rapport à l'indice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les surpondérations de l'indice continuent de maintenir l'indice au-dessus, la tête en dehors de l'eau.
Mais ce que cela veut dire également, c'est que dans un marché où il n'y a pas d'alternative aujourd'hui à de l'achat sur les actions, il y a toujours énormément de liquidités. On a vu que le marché peut potentiellement prendre peur, mais il ne revient pas cash. Il va chercher des valeurs défensives. Et on l'a vu avec Orange, EDF, Engie, etc. On avait parlé la semaine dernière déjà, mais là, cette semaine, ça a été encore plus fort avec la baisse que l'on a pu subir. Donc, ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est les effets de levier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alternative, il y a un effet momentum fort, mais au bout d'un moment, je veux dire, les liquidités qui devaient s'investir se sont investies. Et donc, qu'est-ce qui fait encore monter le marché? Maintenant, c'est, entre guillemets, les retardataires ou c'est le levier. La problématique du levier, c'est comme quand vous montez l'Everest, si vous commencez à monter trop vite les dernières étapes et que vous passez trop vite d'un camp de base à l'autre, vous pouvez éventuellement manquer d'oxygène, ça peut vous monter à la tête et tout de suite, par urgence, vous devez redescendre très rapidement au camp de base en dessous pour que votre corps ait le temps de s'acclimater. Si votre corps n'a pas le temps de s'acclimater, vous pouvez avoir évidemment des pépins de santé. Donc, là, pour le marché, c'est exactement la même chose. Quand vous avez ce bouquet final qui se met en place avec énormément d'effets de levier, ce qu'il faut bien se dire, c'est que à la moindre baisse, c'est énormément d'appels de marge. Et comme vous n'avez plus réellement de cash pour pouvoir renflouer, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes obligé soit de vendre d'autres actions, et éventuellement même de vendre des actions ou des actifs qui étaient dans des bonnes dispositions graphiques qui étaient haussières, etc., sur lesquelles vous gagnez, mais potentiellement, si vous avez un appel de marge que vous devez renflouer les caisses, soit vous devez solder votre position, soit vous devez solder d'autres positions sur lesquelles vous êtes gagnante pour essayer de renflouer celles sur lesquelles vous êtes perdante, pour essayer de vous rattraper, etc. Mais dans tous les cas, il faut bien se dire que quand vous avez ces hausses en bouquet final, c'est essentiellement énormément de dettes, énormément de leviers, et donc la moindre baisse peut être accentuée, et c'est ce qu'on appelle le prorata également, qui se délivre en prorata parce que vous allez avoir des appels de marge, parce que vous allez avoir énormément de positions qui vont devoir se débloquer en même temps. Et puis celui qui pouvait un petit peu résister, eh ben, s'il y a une baisse de plus de 3%, eh ben, il ne peut pas résister. Donc du coup, il est obligé de solder, ça fait baisser à 5%. Donc celui qui résistait à moins 3, il ne peut pas résister à moins 5, donc il doit débloquer, etc. Donc ça aussi, c'est des purges de marché, c'est sain, c'est normal, et c'est ce qui arrive quand vous avez des exponentiels. La seule problématique, évidemment, comme on en avait parlé ces dernières semaines, c'était que le manque de souffle, on peut le percevoir, on peut avoir ce sentiment de marché, on peut voir en effet que les fonds étaient surchargés, concentrés dans les mêmes valeurs et qu'ils n'avaient plus de liquidité. Donc, alors, ça dépend des fonds bien entendu, mais on parle vraiment des gros fonds. Et vous avez des plus petits fonds qui avaient commencé à vendre et à revenir à 5-10% de liquidité, mais si on regarde généralement l'ensemble des clients et des gros fonds et des gros portefeuilles, on était sur du levier, surtout aux US. Et donc à partir de ce moment-là, dès que ça bouge un petit peu, que vous avez la moindre baisse, il y a des débouclages de positions qui se mettent en place, et ainsi de suite. Et c'est ça qui vous déclenche le prorata. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le prorata, c'est à relativiser, c'est-à-dire que on ne sait pas aujourd'hui, alors bien entendu vous allez trouver énormément de gourous qui vont vous expliquer que c'est le début de la fin, que c'est maintenant, etc. Peut-être que oui, dans 1 an, dans 2 ans, on se dira bah oui, c'était ce jour-là, le 19 août en effet, que c'était le top départ de la fin des haricots. Mais ça, vous pouvez le dire qu'à posteriori. À aujourd'hui, tout ce que l'on a en face des yeux, c'est on s'est pris un gap baissier, on a une consolidation qui est en train de se mettre en place au prorata de la hausse que nous avons connue, et il faut relativiser, on vient de 4600 points, en ligne droite, on n'a quasiment pas fait de consolidation, on a fait une petite conso ici, on a fait des consolidations à plat, etc., une petite correction ici en juillet, avant de faire l'effet bouquet final en mode surtout effet de levier, et donc là on est en train de revenir sur le niveau pivot, dont la cassure nous avait permis de libérer cet effet bouquet final. Donc on revient là-dessus, aux alentours des 6560, 6580 points, dans cette zone-là qui est une première zone de support. Donc ça, voilà, c'est important de relativiser, on ne remet pas en cause la tendance haussière de fond. On met par contre une bonne claque, c'est-à-dire que tant qu'on ne réussira pas à refermer le gap ici qu'on a ouvert, c'est pas comme la consolidation précédente où ça s'est fait par à-coup. Ici, on voit qu'on a vraiment des positions qui se sont débloquées.
Et donc là, ce qui nous intéresse, c'est d'une part aujourd'hui, le rebond a été très timide, donc c'est assez faiblard. Donc on part du principe que même si on devait continuer de rebondir, tant qu'on ne va pas refermer ce gap-là, c'est un rebond à prendre avec des pincettes. Ce qui va nous intéresser également, c'est donc une zone aux alentours des 6500 points, qui est également une zone de support. Donc en gros, on est coincé. On rentre dans un round d'observation, dans un round de temporisation, où on est coincé entre le gap baissier qu'on a ouvert, et tant qu'il est ouvert, cette fenêtre-là, on peut revenir la tester, mais tant qu'on la laisse ouverte, la prédominance des vendeurs est quand même là, à court terme, hein, parlons bien à court terme. Et au niveau du support, si les 6560, 6580 points ne sont pas suffisants, on a les 6500 points éventuellement. Et si on commence en effet à purger en dessous de ces niveaux-là, outre les 6450, il y a l'oblique dont on avait parlé ces précédentes fois, qui est pour moi vraiment le pivot moyen terme de la tendance en cours, qui est aux alentours des 6300 points. Là, ça sera vraiment le gros niveau. Donc je pars du principe que pour un investisseur lambda, il y a des rebonds, etc. à jouer. Ce que l'on voit, c'est que le marché est très sélectif. Donc le CAC 40 a payé évidemment ici son lourd tribut par rapport à ses valeurs du luxe. Alors vous avez le tapering d'un côté, mais comme je vous l'ai dit, le marché ça peut pas mal zigzaguer sur ce sujet-là parce que on joue bad cop, good cop au niveau de la Fed et on sait très bien que on va faire un petit peu de tapering, on va peut-être remonter un petit peu les taux, mais ça va être vraiment très lent et ça va se faire très petit. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Généralement, on continue d'arroser quand même beaucoup. Et donc c'est pas parce qu'on retire un petit peu que tout de suite le château de cartes s'écroule. Non, on va continuer quand même de laisser des bonnes grosses roues arrière au vélo. Par contre, sujet qui fâche un petit peu plus, c'est la Chine. Alors la Chine tapait un petit peu en interne. Maintenant, ils sont en train de monter un petit peu plus les choses pour gérer un petit peu. Au niveau de Hong Kong, ils ont eu du bol, ils ont eu le Covid, donc ça s'est résorbé un petit peu de soi-même. Mais on sent bien qu'ils jouent la vision à long terme. Et au niveau de leur classe moyenne, qui est de plus en plus énorme et qui va dépasser bientôt la population, rien qu'en classe moyenne, la population que l'on peut avoir aux US, dans la décennie à venir, on voit très bien que ça, évidemment, c'est de la consommation, c'est du futur, etc. Et puis les valeurs du luxe ne sont pas au niveau où elles sont pour rien. C'est juste qu'on est éventuellement sur des anticipations de profit à plus tard. Donc là, le grain de sable, évidemment, c'est qu'on voit le parti un petit peu se remettre au-dessus de la mêlée. Et donc, évidemment, ça met un petit grain dans le sable, évidemment, sur l'impact éventuel. Est-ce que réellement... c'est un début, etc. Est-ce que réellement ça aura un impact vraiment néfaste et important sur les chiffres d'affaires des valeurs du luxe? On sait très bien que pour la plupart des valeurs du luxe, les consommateurs chinois, c'est entre 30 et 50% de leur chiffre d'affaires, de leur vente. Et c'est un chiffre qui est amené à être croissant vu la croissance évidemment de la classe moyenne en Chine, en Asie plus largement. Donc évidemment, ça jette un petit peu un froid, mais c'est un froid qui reste quand même court terme, puisque on est sur des éléments quand même, il va falloir attendre de voir comment la Chine. La guerre commerciale n'a jamais été terminée quand Trump est parti, ça a même, je dirais, empiré, c'est juste que ça continue de se gérer en coulisses. Et donc là, clairement, le parti chinois se remet un petit peu au-dessus de la mêlée pour peut-être éviter tout débordement futur qu'il ne pourrait pas contrôler à ce moment-là. Donc ça, évidemment, je ne vais pas faire de géopolitique, etc., puisque c'est toujours des sujets qui sont bien plus complexes que ce que l'on croit, et qu'on ne voit que le top de l'iceberg. Si vous avez d'autres éléments, je vous invite à les partager en commentaire, et ça permet d'enrichir tout le monde. Donc, zone de turbulence, oui, à court terme, mais quelque chose de sain à ce stade. On va le répéter. Pour moi, c'est quelque chose de sain. Balayer les positions, obliger les positions qui étaient en levier à se déboucler, c'est sain. Et ce qui nous intéresse maintenant, c'est de voir où sont les liquidités, parce que les liquidités ne disparaissent pas du jour au lendemain. Ces liquidités-là ne paniquent pas en se remettant sur du cash. On l'a vu. On a même des petites capitalisations européennes qui ont très bien performé cette semaine, qui ont fait des rebonds. Alors bien entendu, ça fait 3 mois, 4 mois, 5 mois qu'elles se prenaient des bouillons, et donc en fait, on a surtout des rebonds qui se font là aussi au prorata, qui ne remettent pas en cause les tendances baissières de fond.
Et ça avait tellement baissé que vous pouvez monter de 20 ou 30% sans pour autant remettre en cause la tendance baissière de fond, mais pour autant 20-30% c'est toujours juteux et intéressant pour un trader. Donc à ce stade-là, il faut bien comprendre que vous avez des éléments, et même si on devait avoir des mauvaises nouvelles économiques, c'est-à-dire que on a passé le pic de croissance, en effet, très bien. Ces mauvaises nouvelles économiques peuvent être interprétées comme des bonnes nouvelles, puisque ça va renforcer le fait que la Fed, en effet, va certainement nous mettre un calendrier sous le nez pour dire quand est-ce qu'ils vont relever les taux, de combien ils vont relever les taux, et puis de combien ils vont réduire un petit peu les achats obligataires. Mais on va réellement se rendre compte, et je n'ai aucune certitude, je n'ai que de simples convictions, mais on va se rendre compte que, voilà, je veux dire, le cocktail party continue quand même si on réduit un petit peu les doses. Il est 4 heures du matin, on réduit un petit peu les doses, mais on continue de servir open bar. Donc, ça, c'est important de comprendre, et le marché également, avec des mauvaises nouvelles économiques, peut continuer à comprendre que voilà, la Fed est quand même là pour supporter. De toute façon, ils n'ont pas le choix. À aujourd'hui, après 10 années de bourse, etc., je vois mal comment les banques centrales, un jour, réussiront à complètement évacuer leur bilan et se retirer complètement de leur impact et de leur administration économique. Aujourd'hui, je pense qu'on a passé le non-retour. La seule question qu'on peut se poser, donc, pour moi, et qui est d'importance, c'est une question de confiance. Les marchés continuent d'avoir confiance dans les banques centrales et dans la Fed notamment, et la Fed pour l'instant, force est de constater qu'à ce stade-là, elle gère quand même assez bien, même si apparemment sur les réseaux sociaux vous avez toujours des économistes et des analystes qui sont meilleurs que tous les membres de la Fed et que tous les consultants, etc. On constate qu'à ce stade-là, ils gèrent quand même très bien la situation. Donc il n'y a pas de perte de confiance. Et c'est ça pour moi qui est le plus important. La pire des choses qui pourrait arriver, le vrai signe noir entre guillemets, même si c'est un signe gris, parce qu'on s'y attend, à un moment donné ou à un autre, ça serait que le marché perde confiance. Quel serait l'élément déclencheur à ce stade-là? Ça serait que les dettes commencent à se faire attaquer. Donc ça serait que éventuellement les taux longs, puisque les banques centrales impactent les taux courts, rappelons-le, que les taux longs deviennent un petit peu hors de contrôle. Mais là encore, on a l'exemple de la banque centrale japonaise, et on sait très bien qu'à ce moment-là, très certainement, la banque centrale américaine interviendrait non plus sur les taux courts, mais interviendrait directement sur les taux longs, même si elle intervient indirectement aujourd'hui. Avec également les Américains, tout comme nous, avec notre assurance vie, on intervient quand même sur la dette française. Donc il faut aussi rapprocher des niveaux de dette, les niveaux d'épargne. Et c'est ça aujourd'hui une des raisons pour lesquelles les dettes des États ne sont pas attaquées aujourd'hui sur les marchés, c'est parce que vous avez le soutien des banques centrales, les dettes sont mutualisées finalement au sein même des banques centrales, et en parallèle de ça, il y a quand même des niveaux, il y a des actifs en face, et il y a des niveaux d'épargne qui sont quand même énormes, surtout en France. Il y a un truc sur lequel on est bon, il faut faire cocorico. Donc ça aide également tout cela. Donc au niveau des taux qui remontent, etc., oui, ça craint, etc., c'est pas terrible, mais il y a quand même un niveau pivot qui fait que pour l'instant, on peut encore avoir de la marge avant que éventuellement ça nous impacte les entreprises, les États, etc., et qu'on rentre en effet dans une problématique de dette. Cette dette, de toute façon, on a vu qu'elle commence un petit peu à coincer. On voit sur les marchés justement de dette que ça commence un petit peu à coincer, et pour ma part, c'est, je pense, également une des raisons pour lesquelles, avec les effets de levier, on s'est retrouvé très rapidement à devoir déboucler des positions, et sans contrepartie. Parce qu'on n'a pas retrouvé de contrepartie acheteuse tout de suite, ça manque de contrepartie. Pourquoi? Parce qu'il manque de liquidité, donc on a besoin de nettoyer les portefeuilles et de reallouer, de faire des reallocations. Et donc c'est pour ça que le marché devient encore plus sélectif. Voilà, ça c'était pour mon topo, le topo macro, ou en tout cas ce que j'en pense, c'est pas forcément la vérité bien entendu, absolue. Ce qui est important également, on a sur les graphiques. Au niveau du Nasdaq, ce que l'on constate, c'est qu'on n'a pas craqué, on est venu chercher un support et on fait un très bon rebond aujourd'hui. À titre personnel, alors j'ai certainement un biais avec mes tailles de position en short bien entendu, c'est clair et net. Mais à titre personnel, je continue de prendre cette hausse actuelle-là comme un rebond, et donc de la prendre avec des pincettes, et de faire attention sur la suite. Je reste
un petit peu plus sur un marché qui est en train de construire son top, plutôt qu'un marché qui relance. Bien entendu, je peux me tromper, à partir du moment où on va recasser les plus hauts, on a peut-être encore de la place jusqu'aux 15 500, comme on en avait parlé le week-end dernier. Ce qui nous intéressera, en tout cas, c'est que le marché, lorsqu'il fait ces petites corrections, etc., où en 2 séances, tout le monde panique alors qu'on a perdu 3%, l'idée qui est importante, c'est que ça vous donne des niveaux de support. Et donc, on peut commencer à tracer nos figures. Et ce n'est que quand on cassera ces niveaux-là que là, en effet, on rentrera en correction. Évidemment, le risque, comme je vous le dis, c'est pas le retournement baissier du marché encore. On en est loin. Il faudra pas mal de boulot pour retourner à la baisse le marché. Par contre, on peut avoir des corrections avec de la volatilité. C'est ça le risque aujourd'hui, c'est la volatilité. Et éventuellement, jeudi, sur la journée de jeudi, vous l'avez à minima ressenti. Ou en tout cas, si vous tradez essentiellement les petites caps, vous savez de quoi je parle déjà depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Ce manque de contrepartie et ce retour de la volatilité, c'est ça le vrai risque plutôt que les retournements à la baisse des tendances, parce que pour moi, on n'y est pas encore sur ça. Donc il n'y a pas d'appel au crack, il n'y a pas d'appel à la baisse. C'est pour l'instant des consolidations, c'est même pas des corrections, c'est des consolidations à ce stade-là, qui sont volatiles de par différents éléments qu'on a pu expliquer plus tôt dans la vidéo. Et il va falloir attendre de sortir de ces consolidations et de ces congestions-là pour vraiment avoir un mouvement plus moyen terme. Donc, c'est une alerte supplémentaire. Il faut continuer d'être prudent, clairement, et avoir la capacité d'être réactif, puisqu'on le voit, ça se passe quand même assez rapidement, et avec les effets de levier, vous pouvez avoir des débouclages assez importants qui se mettent en place quand même assez rapidement. Donc voilà un petit peu où on en est. Je vous montre pas le CAC Mid and Small, mais quelque part, on a eu des bonnes performances et des petites caps qui sont pas mal remontées. On va regarder le Brent, qui lui est en train de consolider également. On vient de casser cette oblique ici, donc on break, et très probablement dans l'idée, alors il y aura peut-être du support intermédiaire, mais dans l'idée on va commencer à entrevoir la zone des 63 $ comme une zone pivot. Et à ce stade-là aussi, ça corrige, mais ce qui sera vraiment important, c'est de voir le rebond et de voir comment on va construire la suite. On ne peut pas parler encore de retournement à la baisse du marché. C'est une correction qui est légitime, qui est à relativiser par rapport à là d'où on vient. Et aujourd'hui, c'est pouillemesque par rapport à ce qu'on a gagné. On a quasiment doublé, donc on est en train de rendre 10 $ alors qu'on en a gagné 40 sur les 9 derniers mois. Donc à ce stade-là, on rentre, je vous l'ai dit, dans un marché qui va certainement temporiser, qui va zigzaguer, qui va latéraliser, qui va construire, congestionner. Et c'est ces figures-là qui, lorsqu'elles casseront à la hausse ou à la baisse, nous donneront vraiment le mouvement à jouer qui sera plus moyen terme. Au niveau de l'or, ça s'est un petit peu remis puisqu'on a joué à se faire peur cette semaine, mais pour moi, on est toujours dans la même neutralisation là aussi, et c'est toujours les 1830 $ qui vraiment me permettront de me remettre à jouer des minières, me remettre à l'or. Donc à ce stade-là, je dirais, ça demande encore de la construction et de la confirmation. L'argent, lui, il a fait un petit rebond technique, on le voit, pour valider sa résistance à 24 $. Donc là aussi, on est en mode attente, c'est mort pour l'instant. À très long terme, sur les tendances de fond, c'est toujours haussier, mais à moyen terme et court terme, c'est baissier, et on va patienter gentiment qu'on ait à nouveau des constructions. Et au niveau de l'euro-dollar, là aussi, à moyen long terme, c'est quand même très latéralisé. Je dirais même jusqu'à la zone des 1,14, 1,13, qui est vraiment la grosse zone de soutien. Et là, vous le voyez, on est en train de revenir travailler une zone importante sur la zone des 1,16. Donc on aura certainement une réaction, mais là aussi, le dollar reste fort à ce stade-là. Et pour l'instant, il va le rester tant qu'on ne repassera pas à minima au-dessus des 1,18. En tout cas, le dollar faible, la fin du dollar, etc., qui était dans le consensus depuis la fin de l'année dernière, début de cette année, on le voit clairement là, on a cassé un petit peu cette dynamique. Et puis c'est aussi une aide quand on voit que les taux américains payent plus que les taux européens, etc. Il y a quand même une capacité d'allouer du cash quelque part et d'au moins récupérer, même si contre l'inflation vous êtes quand même en négatif, vous avez quand même un rendement sur quelque chose. Donc les taux réels, l'importance des taux réels. On va passer aux actions. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager. Ça motive tout simplement à vous faire ces vidéos, de voir qu'elles peuvent vous servir
Et au niveau des actions, n'hésitez pas, si quelqu'un a le temps ce week-end, par avance, je le remercie, si vous voulez faire la liste avec le minutage des différentes actions, etc. et le poster en commentaire ou me l'envoyer par mail, ça marche pas forcément dans les commentaires, des fois YouTube bloque le commentaire. Comme ça, je le mettrai dans la description et ça pourra aider les personnes à naviguer plus vite. Sachant que sur la partie gauche, actuellement, il n'y a pas toutes les actions dont j'aimerais parler ce soir. J'ai sélectionné, comme d'habitude, les actions qui avaient le plus, qui étaient demandées dans les commentaires et qui avaient le plus de pouces en l'air. Et donc, on va tenter de les faire cette semaine, même si j'ai pas mal parlé en introduction de cette vidéo. Et donc, je m'en excuse, mais je pense que je me suis pas trop répété. Donc, on va commencer par Acacia. C'est spéculatif, c'est biotech, bien entendu. Ce qui nous intéresse ici, c'est plus la congestion qui est en train de se mettre en place et donc un dépassement des 2,35 €, 2,50 € par la suite qui permettrait de déclencher une nouvelle poussée. Une nouvelle poussée un petit peu comme on avait connu sur la fin d'année, alors peut-être pas assez, s'il n'y a pas de news, peut-être pas aussi comme ça parce qu'on n'a plus les flux qu'on avait avant sur les petites caps, mais toujours est-il, ça se regarde. En dessous des 2,10 €, on abandonne le scénario. ADP aussi est en train de continuer de construire sa figure. Alors en biseau descendant, on peut le voir de plusieurs manières. Ce qui est l'idée, voilà, c'est que vous avez une zone ici aux alentours des 93-94 €. Il y en a une autre aux alentours des 98 à 85 et des poussières. Il y a une petite oblique qui m'a dit ici. L'idée, voilà, c'est que dans un coin de sa tête, il y a un certain nombre de dossiers là qu'il faut vous mettre en watchlist en vous disant ça c'est des dossiers qui m'intéressent pour du plus long terme et qui potentiellement si le marché a envie de jouer à se faire peur vont corriger à des niveaux qui vont m'intéresser pour pouvoir commencer à rentrer des positions à plus long terme. Donc ADP, voilà, c'est certains niveaux qui vont nous intéresser. Pour autant, tant qu'on lâche pas ici la zone des 98, c'est quand même un premier bon niveau de support. Après, avant de pouvoir relancer, bien entendu, le vrai pivot à plus moyen terme pour pouvoir relancer la tendance haussière, vous le voyez, c'est de repasser cette zone des 108 €. Donc là, pour l'instant, ça continue à corriger. C'est en observation éventuellement pour une première ligne et on attend pour les accumulations. Agrogénération, c'est spéculatif également, mais voilà, avec le blé, je vous fais pas un dessin, normalement, vous avez pu le récupérer cette semaine, donc on en avait parlé la semaine dernière. Ça a breaké, ça a fait le pullback, c'est en train de relancer, vous avez une zone ici de résistance, là aux alentours des 19,70, qui sera vraisemblablement un niveau qui peut être targeté si on arrive à passer le plus haut du jour. Et après, il va falloir casser ce niveau-là si on veut en effet repartir de plus belle. Amazon, on le voit, ça fait partie des GAFAM qui sont vraiment à la peine. Donc vous voyez, qu'est-ce que c'est qu'une vraie faiblesse? C'est vous prenez un gap baissier et vous n'avez même pas de rebond. Pas de rebond, très faible, etc. Donc là, c'est très faiblard et en règle générale, voilà. Quand vous n'avez pas de rebond après un gap sur une action qui a quand même un gros momentum, etc., c'est que vous pouvez un petit peu liquider une partie de vos positions à un minimum, c'est que ça risque d'aller chercher un peu plus au sud. Donc c'est ce que c'est en train de faire sur Amazon, et donc du coup ça pèse un petit peu seulement sur le Nasdaq parce que le reste va bien. Au niveau d'Apple, on se cherche, mais là c'est là aussi où quand on dit le reste va bien, je prends quand même beaucoup les choses avec des pincettes ce week-end-là, parce qu'on a quand même eu des signaux de faiblesse. Alors on a des bons rebonds, on voit qu'il y a des liquidités, etc. Mais je demande à voir. Je demande honnêtement à voir et j'aurai plutôt un biais pessimiste sur la suite. Mais pas d'anticipation. Hein. L'idée, évidemment, c'est la cassure de cette oblique ici qui commencerait un petit peu à topper le marché. Au niveau de A-Market, c'est toujours très spéculatif. On a eu un gros pic de volume et puis plus rien. Donc éventuellement pour jouer une tentative de relance, mais c'est vraiment très maigre. Atos, on joue le trade asymétrique dans le sens où, alors j'ai accumulé aujourd'hui, éventuellement on est en train de revenir sur la moitié, vous le voyez, de ce chandelier en niveau de soutien, et on joue le fait qu'à un moment donné ou à un autre, on va peut-être un petit peu relancer d'autres rumeurs. Il y en a d'autres qui vont se mettre sur le dossier. En tout cas, on sait que aujourd'hui, s'il y a des fusions-acquisitions qui doivent se faire sur le marché, alors que la Fed commence à parler de tapering et puis de remonter des taux, etc., on sait très bien que les conditions de crédit
alors qu'on passe peut-être le pic de croissance, vont se resserrer. Donc la fenêtre de tir éventuellement pour pouvoir financer des fusions-acquisitions, elle est là. Donc si ça doit se faire, si les rumeurs doivent se lancer, je pense que c'est dans les 3 prochains mois et après les probabilités peut-être commenceront un petit peu à baisser. Au niveau de BioUV, petit titre également, mais qui a besoin de casser cette oblique. Pour l'instant, c'est pas fait, mais ça se regarde. Au niveau de Boiron, on a entamé une petite consolidation à ce stade, à plat. On est en train de buter sur une zone de résistance aux alentours des 44. On a fait un bon mouvement, donc là, on est en attente, en construction plutôt à plat. Au niveau de Carrefour également, on va pas tarder à arriver sur le point haut ici, donc il faudra voir comment ça va construire par la suite. Mais globalement, on va rester positif au-dessus des 16,50 €. Au niveau de CGDIM, également, on reste positif sur la valeur. On est en train de revenir travailler l'ancienne résistance oblique qui reste support à ce stade-là. Alors c'est des titres qui sont pas super liquides, donc vous pouvez avoir des mèches, etc. C'est sûr, mais globalement la tendance reste en retournement, donc ça se conserve. Serinov, ça reste un petit titre également. On va plutôt donc le voir cette fois-ci. Je vous propose plutôt un triangle ascendant, et donc il y a encore de la place pour construire. Mais donc c'est surtout ce débordement des 1,80 € pour arrondir qui lâcherait les chevaux. Au niveau de CG, il n'y a rien à se mettre sous la dent. On a validé des niveaux de résistance, peut-être qu'on validera une oblique à un moment donné pour une figure de congestion, mais globalement pour un peu plus de moyen terme et du rebond plus durable, c'est un dépassement des 67 centimes d'euros qu'il vous faudra. Là, le risque évidemment, c'est de se servir maintenant de la moyenne mobile 20 comme de résistance, et de commencer à craquer vers le bas, et d'aller chercher cette oblique que j'ai là, qui n'est pas super probante à ce stade-là. On verra si le marché y trouve de l'intérêt. Mais voilà, les prochains chandeliers vont nous permettre éventuellement de valider une figure de congestion qui n'est pas encore tout à fait façonnée. Au niveau de Claranova, toujours en dessous des 7,50 €, c'est très léger. Donc tant qu'on ne repasse pas les 7,50 €, on ne se remet pas dans des dispositions pour repartir au nord et jouer la valo, etc., tout ce que vous voulez. Pour l'instant, pour moi, ça reste très faiblard. Donc c'est dommage, c'est même du gâchis, mais à ce stade-là, voilà, je le garde sous le coude encore, mais il faut se méfier un petit peu parce que ça fait un petit peu trop de séances là qu'on est en train d'hésiter. Donc se méfier si jamais on repart au sud en cassant à nouveau cette oblique là des 6,90 €, 7 €. Au niveau de Crédit Agricole, c'est également en consolidation congestion. On a buté contre la résistance, on est en train éventuellement de venir travailler la zone de support. Donc le secteur bancaire aussi est à regarder de très près, puisque c'est également un indicateur de confiance. Donc si les bancaires, et donc là en l'occurrence Crédit Agricole, vient à casser, on voit cette zone des 11,50, il y aurait encore du support dans la zone des 11 € bien entendu, mais on commencerait un petit peu à dégrader la tendance, ou en tout cas à latéraliser. Donc le marché, on sent, se met certainement en attente. La macro, de toute façon, est en train d'atteindre le pic, etc. Donc on se met en attente là aussi. Donc le marché, c'est normal, va commencer, je pense, à construire des latéralisations, mais qui peuvent se faire avec pas mal de volatilité entre-temps. C'est ça dont il faut éventuellement se prémunir. DBV, alors là, on joue éventuellement la news, c'est tout ce qu'on joue là-dessus, ça reste spéculatif. Vous avez un beau biseau descendant qui est en train d'être construit, et alors après, news, pas news, pour jouer le breakout à la hausse de cette configuration. Dontnod, donc les jeux vidéo, à ce stade-là, ils ont pas mal purgé, mais sur Dontnod, par exemple, on a une petite congestion qui est en train de se remettre en place, mais dont il faudra, vous le voyez, dépasser les 16 € pour donner la tendance. On a quand même pas mal d'actions qui sont encore dans des belles configurations, et notamment des actions vertes, qui sont soit en train de se retourner, soit qui étaient déjà à moins de risque, soit qui font des bons rebonds. Donc on voit quand même qu'il y a quand même cette sélectivité sur le marché, et on a quand même conservé, ou en tout cas on joue au minima des rebonds assez intéressants sur des valeurs vertes. Et donc là je vous en ai sélectionné une portugaise, 2P, qui a cassé cette semaine une petite oblique ici, donc avec une figure, et qui est en train de pousser gentiment vers cette zone, éventuellement des 23 €. Egide, c'est en train de construire, donc il faut attendre d'avoir validation de la figure, soit le triangle symétrique ici, soit un triangle plutôt descendant, avec un support aux alentours des 1,20. Donc voilà, NJ, donc on a vu le secteur défensif, on a vu, donc les gens se retirent pas du marché en mode peur et je mets tout dans l'or, donc on sent bien que on reste quand même sur le marché parce qu'il n'y a pas d'alternative, mais on va chercher les secteurs plus défensifs. Donc ça aussi, dans le cycle,
dans le cycle économique, ça vous dit quelque chose? Quand on va chercher les secteurs plus défensifs, la pharma, les non cycliques, comme tout ce qui est électricité, eau, collectivité, tout ce que vous voulez, c'est quand même qu'on commence à jouer un peu plus défensif. Donc là, en l'occurrence, ENGIE, vous voyez, ça date pas d'hier, hein, on en avait parlé le week-end dernier, mais ça s'est vraiment accentué cette semaine. Donc là, ENGIE, on s'est refait un copain au niveau des 11,80 € en support, et on est en train d'attaquer, vous voyez, cette oblique. Donc on est en train de repasser en moindre risque. Eramé, on est en train de corriger un petit peu le bouquet final. On ne remet pas grand-chose en cause à ce stade-là. Je serais tenté de dire, il y a un premier support ici, vous le voyez, sur 64 €. Sinon, il y en a un autre sur la zone des 62 €. Donc tenir, éventuellement rebondir. Et après, il faudra avoir la force des rebonds. C'est ça qui va surtout être important pour la suite, c'est la force des rebonds. Erytech, ça reste spéculatif, mais éventuellement, si vous avez un débordement là, de cette zone des 5,20 €, ça peut retenter une poussée vers la zone des 6 €. Et plus il y a affinité. Cilia News, Euronav, malheureusement, la tendance est déjà dégradée, on en avait parlé, on a un rebond technique qui s'est mis en place, paf, il s'est mis en place directement en pullback de l'ancienne oblique support qui demeure et reste résistance. Donc il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent à plus moyen terme tant qu'on ne va pas réussir à revenir au-dessus de ces 7 €, a fortiori je dirais au-dessus des 7,40 €. Et donc à ce stade-là, c'est de la construction qui se met en place. EuropaCorp, petit titre, mais qui, graphiquement parlant, met une belle englobante en place avec une bonne congestion. Donc si vous avez un débordement des 83 centimes d'euros, il y a moyen d'avoir éventuellement une poussée là-dessus. Genoway aussi, il y a moyen d'avoir une poussée là-dessus, au-dessus des 4 €, 4,10 €. Une news, évidemment, ce serait pas pour déplaire. Harmony Gold, pour l'instant, je laisse faire, comme pour l'or, comme je vous ai dit, je suis en attente. On est toujours dans des congestions éventuellement en biseau, on n'a pas encore de grosses congestions, donc je laisse construire doucement. Corian, elle construit doucement, mais elle construit bien à ce stade-là. Au-dessus des 30 €, on va rester positif, mais ce qu'il faudrait, c'est déborder les 32, les 33, pour avoir un vrai signal de retournement. Autre signal de retournement éventuel, c'est LDC. Sur débordement des 104, 105, au niveau de LVMH, donc je vous fais pas un dessin sur qu'est-ce qu'est le prorata, toujours la tendance est haussière de fond, mais on relativise, hein, en règle générale le prorata c'est quoi? C'est en 4-5 séances, vous effacez 3, 4, 5 mois de hausse. Donc c'est surtout visible sur Kering. Là, LVMH, voilà, on revient sur des niveaux qu'on a connus en avril aussi, donc on efface 4 mois. On est en train de revenir sur des niveaux de support, mais on voit, il n'y a pas foule hein, à ce stade-là, donc on n'est pas à l'abri également de revenir travailler cette zone de gap, hein, donc entre les 603 € et les 590. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a mis un petit coup derrière la tête du luxe, donc il y aura du rebond technique très certainement. Mais la force de ce rebond technique, à mon avis, on va commencer à matérialiser des latéralisations. Et quand on sortira de ces latéralisations, ces figures de congestion, là, ça nous donnera des vraies tendances à plus moyen terme. Mais clairement, je pense qu'on a mis peut-être un petit coup d'arrêt. Alors, je pense que ça va quand même continuer d'intéresser pas mal d'investisseurs, évidemment. C'est des cash machines. Donc, à un moment donné, on aura certainement un rebond. Mais on voit que pour l'instant, c'est un petit peu mou. Mais c'est la force de ce rebond qui va vraiment m'intéresser pour moi et pour être un petit peu plus prudent sur la suite. Au niveau de Morel et Prom, tant que vous ne dépassez pas les 1,95 €, il n'y a pas de signal. Mota Engil, c'est en train de se congestionner ici. Donc il peut y avoir un débordement qui remette sur les 1,40 €, mais c'est vraiment les 1,40 € à dépasser pour valider quelque chose sur cette valeur. Navia, enfin, donc il y avait un très très beau biseau descendant. Il y a eu une bonne congestion et puis en 2 séances, vous voyez, prorata, on casse l'oblique, on casse, donc éventuellement il pourra servir sur fond de mèche de pullback là-dessus. Et on est en train de revenir, j'allonge un petit peu, j'ai rien changé au graphique qu'on avait pu tracer ensemble ces dernières semaines, donc on allonge un petit peu et donc on est venu cette semaine tester cette autre oblique descendante résistance. Donc si on veut y croire, il faudra la casser et à ce moment-là, ça peut nous libérer une zone comprise entre les 2,80 €, 2,90 €. Mais ce n'est que en repassant au-dessus de cette zone des 2,80 €, 2,90 € que vous pourrez reparler, qu'on reprend une tendance haussière durable, moins de risque. Tant qu'on ne repasse pas ça, c'est des belles hausses, c'est du bon rebond, c'est éventuellement du retournement qui demandera à construire, etc. Mais c'est pas encore une relance de la tendance haussière de fond. Donc c'est bien là, il
faut faire la part des choses par rapport à votre profil, etc. Mais bon, c'est déjà beau, ça permet à ceux éventuellement qui s'étaient fait bloquer de souffler un petit peu et d'attendre la suite. Et d'attendre la suite, ça sera important de tenir la zone des 1,95, 2,005 et de relancer donc assez rapidement, je serais tenté vers cette zone des 2,80€, 2,90€. Et après de voir comment ça va construire, pour voir si on a réellement une reprise de la tendance haussière de fond ou pas. Novacite également, ça a pas mal retourné, donc on avait un biseau descendant qu'on a cassé par le haut, à la faveur des résultats. Voilà, on s'est rendu compte, le marché s'est rendu compte, c'est toujours pareil. Des fois, c'est assez surprenant, des fois le marché a un coup d'avance, des fois il a un coup de retard. Là, le marché s'est rendu compte que, voilà, malgré la perte du contrat, etc., les chiffres sont quand même très bons, et donc du coup, il y a un effet rattrapage qui se met en place. Toujours est-il, voilà, on est revenu vers une zone de résistance ici, on a peut-être une autre qu'on peut encore atteindre vers cette zone des 5,30 €. Voilà, rien de plus à dire. Éventuellement, il y aura une petite construction qui sera voulue, mais dorénavant, les 4,30 €, 4,40 € deviennent support, donc ça sera intéressant de voir la suite. En texte, là, il n'y a pas de signal à ce stade-là, il faudra passer au-dessus de ce niveau-là, et puis surtout au-dessus des 9,80 €. Orange, vous le voyez, le secteur défensif, a joué parfaitement son rôle. On avait bien tenu ce support-là, on casse cette résistance, donc on se remet dans des dispositions pour aller chercher la résistance des 10,10 €. Quantum Genomics, on devrait avoir l'annonce le 27 août. Donc l'idée, c'est qu'éventuellement, il peut encore y avoir de la spéculation pour la remonter à 5,70 €, pourquoi pas. La veille, peut-être, de la publication, il y aura certainement quelques prises de profit de celles et ceux qui veulent sécuriser. Et puis après, c'est binaire, le lendemain de l'annonce. Est-ce que le marché y verra encore du potentiel ou pas, ou c'est Quantum. Et on a eu beaucoup de joie et beaucoup de déception aussi sur cette valeur-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si ça dépasse les 5,70 €, ça va devenir franchement intéressant pour la suite. Renault, par contre, non, c'est pas intéressant, et pas grand-chose d'intéressant tant qu'on n'arrive pas à repasser les 34 €. Alors après, voilà, on peut le voir comme une construction en biseau. C'est juste que la longueur du biseau, ça peut encore durer longtemps, question de timing. Sanofi, valeur défensive, on en a parlé la semaine dernière, a breaké son oblique et donc continue son ascension vers ses anciens sommets. C'est propre. Score, éventuellement, si on veut jouer un retournement, il va falloir casser cet oblique. Il ne faut pas oublier que on n'est pas à l'abri que l'OPA refasse surface sur Score, éventuellement. Voilà. SES, on est toujours en attente. Il faudra casser, vous voyez, cette zone des 7,10 € pour libérer le schmilblick. Au niveau de Soitec, pas mal de mèches, hein, donc on voit, ça corrige un petit peu, ça fait des mèches, mais on achète. Bref, on est en train de construire. Et le pivot pour Soitec, aux alentours, on le voit, des 180 €. Solution 30 également, ça continue de congestionner. Pour l'instant, ça reste propre et il faudrait déborder, vous voyez, par le haut pour éventuellement libérer un nouveau potentiel haussier. Technip Energy, ça continue de construire. À ce stade-là, j'ai pas grand-chose pour moi. Soit on arrive à repasser au-dessus des 11,20 € et a fortiori au-dessus des 11,70 € et là, on se remet dans des dispositions haussières. Soit petit à petit, on est en train de venir chercher au choix une oblique légèrement ascendante aux alentours des 10,30 € ou une structure en biseau. Alors on n'a pas beaucoup d'historique, donc c'est un petit peu compliqué, donc, mais ça serait l'idée, une structure en biseau avec un support aux alentours des 10,10 €. Donc pour l'instant on reste en attente. Terra Nexus également, c'est toujours la belle au bois dormant, donc on est en attente, le fameux partenariat ou pas. À ce stade-là, c'est un range qu'elle nous construit, donc on attend patiemment qu'on sorte d'une borne ou de l'autre pour libérer du potentiel. En tout cas, aujourd'hui, on pouvait craindre un petit peu ce qui se passait là. Aujourd'hui, on s'est remis dans des meilleurs dispos. Donc, à voir avec la rentrée si on finit par délivrer le fameux partenariat. Total Energy, il y a un gap ici. Tant qu'il n'est pas refermé, on va rester un petit peu plus méfiant. Si jamais on lâche la Bollinger basse, ici, je pense qu'on pourra jouer un retour sur cette oblique-là et donc construire une espèce de large triangle ascendant que je vous proposais en hypothèse de travail. Et il y a un support là qui sera important de ne pas casser celui-là, 34,60 €. Ubisoft, donc, qui elle est baissière. On peut y voir un biseau descendant également, c'est large, il n'y a pas beaucoup de points d'impact, etc.
Donc c'est vraiment une hypothèse de travail. Donc à ce stade-là, il y a encore énormément de boulot. Donc pour du rebond technique, pourquoi pas. Pour du retournement, c'est trop tôt encore pour en parler. Il va nous falloir plus de chandeliers que ça. Vallourec également, je laisserai de côté encore à ce stade-là, même si les dirigeants en achètent à la toque, etc. J'ai une idée en biseau descendant. Je pense d'ailleurs qu'on peut un petit peu l'affiner comme ça. Mais à ce stade-là, voilà, je tire pas encore. Je tire pas encore, je patiente. Par contre, si on commence à revenir dans cette zone-là, il faudra voir les conditions de marché, mais ça sera une zone qui éventuellement m'intéressera. Everymatrix, alors c'est toujours baissier en tendance de fond, ça consolide à plat et on a une congestion qui se met en place. Donc il faudra là aussi sortir par le haut, par le bas pour donner la prochaine impulsion. Et au niveau de quelques actions que vous m'avez demandé, vous avez AXA que vous m'avez demandé. Donc AXA, voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire, c'est haussier point bas, vous avez une consolidation sous forme de pullback qui se met en place à ce stade-là, il n'y a pas de revirement de situation tant que vous tenez cette zone des 23 euros. Et à plus moyen long terme, je dirais que ça se gâte vraiment le jour où vous passez en dessous des 22 euros. Mais à ce stade-là, c'est de la construction. Prosus, alors en effet, toute la tech chinoise fait couler pas mal d'encre et Prosus est pas mal lié à Tencent. Donc voilà, on n'est pas surpris que pour l'instant ça prend un tir. Pour autant, on voit qu'on a une zone des 65 euros qui, à ce stade-là, est une zone de support. Mais c'est vraiment cette oblique ici qu'il faudra casser à la hausse pour stopper l'hémorragie. À ce stade-là, on a pas mal de volatilité, mais on n'a pas vraiment de signal. Il y a FDJ également qui est pas mal remonté. Là aussi, c'est une correction au prorata. Vous avez un bouquet final, vous faites un prorata. Donc à ce stade-là, on ne sait pas trop si ça va s'arrêter ici ou si on va aller chercher jusqu'aux 41 euros. C'est pas l'idée, mais ce que ça va faire en fait, c'est que vous allez rentrer dans une espèce de latéralisation. Alors si on n'est pas trader, ça va latéraliser dans ce sens-là. Et ensuite, on commencera à avoir des figures un petit peu plus propres pour commencer à construire des congestions. Et ce n'est que quand vous sortez par le haut ou par le bas que vous aurez réellement une tendance plus affirmée à jouer. On m'a demandé également L'Oréal. L'Oréal souffre pas trop, mais voilà, c'est de la congestion aussi, c'est normal. Vous voyez, biseau ascendant qui est en construction. À ce stade-là, aujourd'hui, on a fait un rebond technique plus puissant que le luxe. Donc on résiste mieux que le luxe et on fait du rebond, mais pour autant, on est revenu travailler l'ancien sommet ici qui était devenu support et qui redevient résistance. Donc ça, c'est le bémol, c'est la faiblesse. Mais pour autant, c'est encore anticipé. La vraie faiblesse, c'est si on repasse sous les 380 euros. Et après, tout dépend de votre horizon de placement, si vous êtes long terme, court terme, etc. Mais à court terme, moyen terme, on sera vraiment en dégradation. Après, à long terme, ça reste une tendance haussière. Le risque, c'est la volatilité. Hein, c'est vraiment toujours la même chose. Ensuite, il y a pas mal de petits titres. Vous m'avez demandé Pfizer. On peut regarder Pfizer. En plus, Moderna a vraiment fait un beau bouquet final. Au niveau de Pfizer, c'est également un beau bouquet. Alors, on ne sait pas, quand je vous dis final, c'est en tout cas sur cette étape-là, on ne sait pas si c'est final. Mais voilà, vous aviez la congestion ici qui casse. Donc là, l'idée, c'est qu'à un moment donné, ça va commencer à construire. On ne sait pas trop comment on va le construire, mais c'est une hypothèse de travail. Donc avec un petit peu de volatilité. Et la suite. Pas mal de petites valeurs également qui peuvent commencer en mode spéculatif, qui peuvent commencer à pas mal bouger. Vous avez Pyxium éventuellement qui rentre un petit peu dans ces eaux-là, dans ces eaux de congestion. Alors ça peut encore durer, il n'y a pas peut-être suffisamment de compression, mais casser les 80 centimes d'euros peut vous donner quelque chose. Alors AVT, attention, c'est des valeurs avec des obligations convertibles, donc c'est vraiment avec une mentalité mode prendre ce qu'il y a à prendre. On joue un événement spéculatif, on joue une cassure, une spécu. On prend ce qu'il y a à prendre, évidemment on laisse potentiellement de l'argent sur la table, mais ce qui est important c'est pas de se faire piéger, parce que vous avez énormément d'obligations convertibles qui vont être lâchées, ces actions-là se financent de cette manière-là, donc l'idée c'est qu'il ne faut pas rester longtemps. Mais pour autant, si on en a le profil, évidemment, c'est pas pour tout le monde, si on a la capacité de suivre, etc., pour une taille de position adaptée, on peut jouer. Et c'est bien le mot. Donc là, l'idée, c'est que AVT est en train de se remettre dans une bonne congestion. La vraie spécu, je dirais, elle partirait sur un débordement des 12 centimes 80, 13 centimes 80. Mais là, on est en train de potentiellement de s'y mettre. Donc je vous la montre quand même, mais après, à manier avec précaution.
Au niveau de NetGem, NetGem aussi, ça c'est fondamentalement un petit peu plus propre, mais ce dont vous allez avoir besoin, vous le voyez, c'est un débordement des 1,18, 1,20 pour se remettre et relancer la tendance haussière. Et enfin, vous avez pas mal de titres comme Teradiag, Genfit, etc. C'est des titres là aussi où vous avez des congestions qui se mettent en place depuis quelques semaines. Pour Teradiag, c'est parti. Pour Genfit, éventuellement, un débordement de ces 3,40 € peut vous créer de la spécu. Mais là aussi, tout ça, je les jouerai en mode prendre ce qu'il y a à prendre. Vous avez Inat Pharma éventuellement qui est là-dessus, Biocartis aussi que je regarde, qui peut congestionner, Fermentalg, etc. Il y en a pas mal. Poxel aussi, mais qui est plus en rebond technique. Donc il faut faire attention actuellement sur le marché globalement. Restez sélectif. Et sur les petites caps, je pense que voilà, c'est intéressant parce qu'il y a des liquidités, donc ça joue quand même le risque. Donc on voit que le marché ne panique pas non plus. Mais clairement, je resterai encore dans une mentalité prendre ce qu'il y a à prendre et je prendrai les rebonds actuels des indices encore avec des pincettes pour rester prudent sur la rentrée. En tout cas, c'est mon sentiment à ce soir. On verra au fur et à mesure des chandeliers si on évolue. De toute façon, en tant que trader, c'est très important de ne pas être vraiment bloqué sur une hypothèse de travail, mais d'en avoir plusieurs pour pouvoir s'ajuster directement dès qu'on a un chandelier qui nous infirme notre scénario principal. Voilà, comme d'habitude, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager également, de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les autres vidéos que je publie en cours de semaine. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, quel est votre sentiment de marché dans les commentaires. Posez-moi vos questions éventuellement, ça peut toujours me donner des idées également pour d'autres vidéos ou vous répondre directement en commentaire. Et donnez-moi également des actions dont vous aimeriez voir l'analyse le week-end prochain. Mettez des pouces en l'air aux actions qui ont été déjà proposées et qui vous intéressent et je sélectionne celles qui ont le plus de pouces. Une nouvelle fois, excellent week-end à vous les graphes et à lundi sur graphcobourse.fr pour au quotidien suivre cela si vous suivez également mes articles sur le blog. Salut les graphes.